Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la Maïf, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la Maïf met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie et l'innovation au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro, toujours exceptionnel et peut-être même encore un peu plus, de la web radio podcast EdTech France en direct de l'espace territoire apprenant du salon Educatech Educatis sur le stand de la Banque des Territoires, diffusé également en streaming live sur edtechfrance.fr et sur les sites web et réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGEN et la Maïf. Et pour interagir avec nous, c'est simple, hashtag EdTech, hashtag EducatechTis, hashtag Terre Apprenant. 1 milliard de connexions, est-ce que ça vous fait rêver? Pronote l'a fait. Si vous êtes parent et que vous travaillez dans l'éducation, vous avez certainement entendu parler de ce logiciel qui permet de partager les infos entre l'établissement, les professeurs, les familles. Des millions de données sont ainsi partagées chaque année, j'allais même dire chaque jour. Comment sont-elles utilisées et protégées? On en parle avec le concepteur de Pronote et de bien d'autres logiciels scolaires, Olivier Calderon, président d'Index Éducation. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, je suis très honoré. Est-ce que vous êtes un peu le Jean-Jacques Goldman de l'EdTech, c'est-à-dire le plus successful des entrepreneurs et aussi le plus discret? Alors pourquoi cette discrétion? Parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, dans les établissements, sur le terrain et dans les salons. Voilà. À un moment, il faut choisir où on peut se positionner. Et puis, moi, je ne suis pas tellement dans la représentation. C'est pas ma vocation, c'est pas mon aspiration. Je suis plutôt dans la réflexion sur les problèmes, comment améliorer les conditions de travail des gens, à quoi peut servir l'informatique, qu'est-ce que c'est que le numérique, de quoi les gens ont besoin. C'est plutôt ça qui vous motive, qui m'intéresse. Donc vraiment merci d'être présent aujourd'hui, parce que j'ai bien conscience que c'est un événement un peu exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement l'histoire de Pronote? Parce que c'est pas une histoire qui a commencé avant-hier. Non, l'histoire de Pronote, elle est assez simple. Elle est à l'image de son succès. Ce sont des chefs d'établissement qui, après avoir utilisé notre logiciel de gestion et d'élaboration d'emploi du temps, nous ont demandé de réaliser un outil pour leur permettre de gérer les bulletins. Ouais. Voilà. C'est dans quelle année que ça commence tout ça? Nous, on a dû développer en 98 pour commercialiser la première version en 99. D'accord. Ouais, donc 20 ans. C'est les 20 ans de... Voilà. L'année dernière, on a fêté 20 ans, oui, effectivement. Ouais. Le bel âge. Et c'est vraiment une demande des gens. Nous, au début, on n'était pas très chaud. On a hésité longtemps avant de s'y mettre, parce qu'on se disait, bon, les notes, une feuille Excel suffit. Qu'est-ce qu'on va se mettre à développer des trucs pour imprimer un bulletin en fin de trimestre? Et puis petit à petit, la demande a été de plus en plus pressante. Ils n'avaient pas tellement d'outils. Et surtout, on se rendait compte que les besoins étaient beaucoup plus compliqués que ce qu'on croyait. Voilà. Et là, ça nous a un peu, motivés et on a commencé à produire. Oui. Et avant, votre première partie de carrière, elle était dans l'enseignement, c'est ça? Moi, j'étais enseignant, oui. J'ai démarré comme enseignant. Quelle matière? Maths. Maths, comme par hasard. Bon, donc les besoins des profs, des établissements, vous les connaissiez, mais confrontés au terrain, des choses nouvelles qui émergent? En tant qu'enseignant, je ne me suis jamais posé cette question. Moi, en tant qu'enseignant, ce que je constatais, c'était la difficulté du métier. Oui. C'est-à-dire comment arriver à aider des élèves dans la difficulté. Et c'est plutôt ça qui m'a marqué comme expérience. C'est-à-dire le fait qu'un prof
collège ou lycée, j'ai fait les deux, n'a pas vraiment le temps de s'occuper des gens qui sont dans la difficulté. Ouais. Voilà. Sinon, il se fait bouffer par le reste de la classe en général. Donc c'est plutôt ça qui m'a marqué. Je n'étais pas tellement enclin au numérique ni à l'informatique d'ailleurs. Numérique, c'est une mode, parce que pendant des années on parlait d'informatique, aujourd'hui on parle de numérique. Ouais. Il paraît qu'il y en a qui parlent de EdTech en plus. Voilà. Donc, une autre mode, mais c'est toujours la même chose en réalité. Mais c'est pareil, c'est exactement pareil. Et si vous deviez définir Pronote en quelques mots, ou en un acronyme, c'est quoi? Un ERP, un ENT, ni l'un ni l'autre? Pour l'établissement, il serait plus ERP que portail. Oui. Ouais, ok. Tout à fait. Donc un vrai outil, un système de pilotage, c'est ça pour les établissements? En fait, il s'adresse à beaucoup de monde, Pronote. Il s'adresse aux chefs d'établissement en priorité, au personnel, enseignants, non enseignants, aux élèves et à leurs familles. Donc il faut chaque fois se poser la question du sens de ce que l'on fait pour chacun de ses utilisateurs. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Vous m'avez fait l'honneur de me présenter comme le concepteur de Pronote. On est une centaine, un peu plus de 100. Pronote, c'est beaucoup, beaucoup de monde qui travaille dessus, tout le temps. Pronote, c'est une version tous les ans, avec chaque fois un nombre conséquent de nouvelles fonctionnalités qui nous sont demandées par les utilisateurs, demandées par des profs, demandées par des élèves parfois. Combien d'établissements aujourd'hui sont équipés? 7700 environ. Sur un total de? À la louche, on dira 11 500, 12 000 établissements. Donc c'est quasiment 70% des établissements qui utilisent cette solution. Sachant que c'est un enjeu, c'est une difficulté pour les entrepreneurs EdTech de travailler avec les établissements. Comment est-ce que vous avez fait? C'est quoi la solution? La solution, c'est de créer de la valeur, la valeur. Pour tout produit. Si vous créez de la valeur, comme son nom l'indique, elle a forcément une valeur. Donc, nous, on n'a pas de réseau commercial. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça se vend sans commerciaux, sans publicité, sans marketing. On a un peu de publicité, bien évidemment, mais on n'a pas de réseau de maillage, ni territorial, ni national, pour vendre nos produits. C'est le bouche à oreille, c'est la satisfaction des uns, des autres. On est vraiment centré sur le besoin de l'utilisateur, et c'est l'utilisateur qui va le recommander. Oui, parce que le numérique, c'est un truc qui n'est pas vieux. Donc les besoins des gens, s'ils ne les expriment pas, je ne vois pas par quelle magie on va les anticiper. Donc il faut être patient, écouter les gens, se demander de quoi vraiment ils ont besoin, essayer de modéliser toutes ces remontées et faire. Quand on s'est vu, vous m'avez raconté une anecdote qui m'a amusé. Un élève de 5e, un jour, vous demande ce qu'il doit mettre dans son cartable le lendemain. Oui, on a eu cette demande d'ajouter une petite fonctionnalité qui lui permettrait le soir de savoir tout ce qu'il doit mettre dans son cartable le lendemain. Vous ne l'avez pas fait quand même? Non, on l'a pas fait. Et vos interlocuteurs privilégiés, c'est les chefs d'établissement, c'est ça? Chef d'établissement et CPE. Beaucoup CPE. Alors tiens, le CPE, c'est quelqu'un dont on entend assez peu parler. Le CPE est discret, oui. Il a pas Vous auriez pu être CPE, quoi. J'aurais peut-être fini CPE, oui, pourquoi pas. Je l'aurais fait, oui. Oui, les CPE, c'est souvent dans les collèges ceux qui font tourner la boutique. Oui, qui sont un peu sur tous les terrains, tout à fait. Et il faut... Beaucoup de fonctionnalités ont été développées dans Pronote pour répondre à leurs besoins. Le tableau de bord, par exemple, c'est une fonctionnalité très importante qui consolide les feuilles d'appel de tous les enseignants en temps réel et qui permet donc à la vie scolaire de savoir exactement qui est là, qui n'est pas là, ce qui se passe. En fait, on l'a fait parce que j'avais rencontré une CPE qui m'avait dit qu'à cause des téléphones portables, lorsqu'un incident intervenait dans une classe, elle recevait un appel des parents concernés bien avant qu'elle soit au courant de l'incident. Et c'était extrêmement déstabilisant pour eux. Et donc nous nous sommes dit, il faut aller encore plus vite que le mobile. Et on a dit, on va consolider sur un tableau de bord tout ce qui se passe dans l'établissement pour que le CPE ne soit pas pris de court
par l'appel des parents. Voilà. C'est ça, le numérique. Et Pronote, si on parle de modèle économique, est vendu aux établissements. Ah c'est ben ça oui. Donc la collectivité n'intervient pas. Quel est le... Parce qu'il y a toujours une ambiguïté parfois entre le rôle de la collectivité, le rôle de l'établissement ou de l'éducation nationale. Comment vous voyez ce triangle-là? Nous, on a des interlocuteurs, ce sont les établissements, c'est tout. Ouais, Oui. ouais. Après, l'établissement, lui, il a des dotations. Ces dotations, c'est la collectivité territoriale en général, le département pour les collèges, la région pour les lycées. Après, il y a bien entendu le service informatique académique, les DAN, qui forment les gens, les accompagnent dans les déploiements de leurs solutions. Mais nous, notre seul interlocuteur économique, c'est l'établissement. Ouais. C'est celui qui décide, c'est celui qui utilise, donc c'est celui qui est le plus légitime à vos yeux pour ce genre de... Oui, c'est lui qui est responsable du système d'information de sa boutique, donc vaut mieux qu'il puisse le choisir, puisque c'est lui qui, légalement, en est comptable, de ce qu'il en est fait, de la sécurité des données, de leur confidentialité, donc vaut mieux qu'il choisisse lui-même. Alors les données, justement, on l'a dit, il y a eu 1 milliard 200 000 connexions l'année dernière, il y en aura encore plus cette année. Vous m'expliquez tout à l'heure qu'avant-hier, combien de connexions avant-hier à la plateforme? Sur les hébergés, chez nous, hier, un peu plus de 9 400 000 connexions dans la journée. C'est YouTube, quoi. Non, on est très loin de... C'est le YouTube de l'éducation, quasiment, en termes de connexion. Alors les données, elles sont celles que nous hébergeons, puisqu'il y a deux modes de déploiement de Pronote, un dans l'établissement, un sur notre data center. Nous, on héberge environ 5500 collèges et lycées. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a, pour être un peu technique, on a une base de données par établissement. Oui. C'est-à-dire il y a une étanchéité parfaite entre deux établissements quelconques. D'accord. Donc chacun est maître de ses données. Voilà. Même lorsque les données sont hébergées chez nous, elles sont sous la responsabilité du chef d'établissement. D'accord. Donc on ne les exploite d'aucune manière. Ça fait partie d'ailleurs de notre contrat d'hébergement. On ne les exploite ni de manière commerciale, ni autre. Et quand elles sont hébergées chez vous, c'est-à-dire c'est à Marseille, c'est ça? Dans un data center à Marseille, oui, tout à fait. Oui. Dans nos locaux, oui. Et c'est vrai, quand on va sur le site de Pronote, on s'aperçoit qu'il y a une vraie transparence sur les contrats d'hébergement, les licences d'usage, etc. C'est extrêmement transparent. Oui, si vous voulez gagner la confiance des chefs d'établissement, il est important d'avoir une politique de transparence sur ce qu'on fait, comment on le fait, quelle est la nature des contrats qui les engagent, où sont leurs données. Voilà, on ne peut pas demander aux gens, confiez-nous les données de vos élèves, mais aussi de leurs parents. Bien sûr. Forcément, il y a les données. Et des enseignants. Et des enseignants. Oui. Bien sûr. Et ça arrive parfois qu'il y ait des tentatives de piratage. On vous attaque ou pas? On nous attaque énormément, tous les jours. Tous les jours. En ce moment même, si ça se trouve. Oui. Mais comme beaucoup d'hébergeurs, comme tous les hébergeurs, il y a des robots qui attaquent en permanence. Mais ce n'est pas des attaques pour s'accaparer des données. Le plus souvent, ce sont des attaques pour rendre indisponibles les plateformes. D'accord. Oui, on est attaqué tous les jours. Mais vous résistez tous les jours? On résiste tous les jours. Et ces attaques, elles viennent d'où? Vous arrivez à les identifier ou pas? C'est très difficile, parce qu'elles viennent de plusieurs pays différents. D'accord. Donc on identifie très rarement, ça nous est arrivé d'identifier, mais c'est exceptionnel. Et quand je suis venu vous rencontrer chez vous, vous m'avez montré... preuve à l'appui, moi je les ai vus, les milliards de connexions. Je vous crois sur parole, mais non seulement je vous crois sur parole, mais j'ai vu. Et puis aussi, vous m'avez montré comme ça, en 2 clics, la moyenne de nombre de jours d'absence en fonction des académies, par exemple. Ou la moyenne de maths par académie. Et puis c'est marrant parce que du coup, on voyait des disparités entre académies. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça donne un regard. Qu'est-ce que vous pouvez afficher d'autres comme éléments qui pourraient être pertinents?
à peu pas près mal tout. d'indicateurs, Ouais. oui, pas mal d'indicateurs. Bon, nous, ce qu'on suit surtout, c'est l'usage du numérique, c'est-à-dire comment sont remplis les cahiers de texte, Ouais. le nombre de QCM, les devoirs, la comparaison. Là, on s'aperçoit que depuis quelques années, les évaluations commencent à prendre pas vraiment le pas sur les notes, mais en collège, il y a beaucoup plus d'évaluations depuis D'accord. 2 ans qu'au tout début. Ouais. Voilà, il y a beaucoup plus de QCM qui sont donnés aux élèves qu'au début. Nous, ce qu'on regarde, c'est surtout ça. Alors après, il y a d'autres indicateurs. Et ça, j'imagine que ces infos-là, l'éducation nationale vous les demande tous les jours. Non. Comment Jamais. ça, non? C'est génial pour piloter, non, un système éducatif, de savoir qu'il y a plus d'absents en Guyane qu'il y en a en région parisienne, par exemple. Non? Vous leur avez proposé, alors? Faut pas dénoncer. Non, c'est pas joli de dénoncer. Non, mais vous leur avez proposé, il se Oui, passe des choses? bien sûr. Oui. Ouais. Oui. Et alors? Non, il n'y a pas eu un. Non. Ça Bah, n'a pas suscité un vif intérêt. non. C'est étonnant parce que à une époque où on parle de la data comme étant une valeur extraordinaire, et puis le fait que vous soyez attaqué tous les jours le démontre, mais peut-être qu'on n'en a pas assez. Ouais, c'est peut-être pas assez. Depuis combien de temps vous avez des données comme ça? Il y a des élèves que vous pouvez suivre sur plusieurs années, du coup? Je pense qu'on est devenu significatif, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 2500. On peut dire qu'on devient significatif, Ouais. ça représente grosso modo un quart. En 2013-2014. Ouais. Voilà. Donc ça fait quand même près de 6 ans. Et sur 6 ans, vous êtes capable de dire comment a évolué la moyenne de mathématiques, de français, la façon d'évaluer les élèves, Tout à fait. en fonction sur à l'ensemble du territoire. On pourrait le faire. Ouais. Nous ne le faisons pas Ouais. parce que ça ne présenterait pas d'intérêt pour nos utilisateurs directs, mais on pourrait le faire, tout à fait. Ouais, ça peut présenter un intérêt pour d'autres, et peut-être qu'ils nous écoutent aujourd'hui en tout cas. Pronote, c'est une entreprise d'ex-éducation, une entreprise privée, Oui, qui entièrement dispose privé, oui. donc de données qui ont une valeur assez extraordinaire, je trouve. Qu'est-ce qui se passe si demain vous êtes racheté par des Chinois là? Il y a des Chinois qui vous attendent à la sortie du stand là, avec un énorme chèque, vous craquez tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne pense pas que je craquerai, même si le chèque est énorme, ni moi ni mes associés d'ailleurs. Ouais. Donc il ne se passera rien. Donc les Chinois, c'est même pas la peine de venir vous voir. Oui, Ouais. je pense que ce n'est pas aucun des actionnaires, des participants autour de table, et encore moins les salariés, ne seraient disposés Ouais. à une telle transaction. C'est pas à vendre. Voilà. Ah. Enfin, pas aux Chinois. Ah, alors nos amis américains, nos amis indiens qui nous écoutent peuvent venir rencontrer Olivier. Les données que vous avez, elles vont de quelle classe à quelle classe là aujourd'hui? 6e terminale. 6e terminale. C'est déjà une photographie extraordinaire. On pourrait imaginer que ça aille plus loin, l'enseignement supérieur. Tout à fait. Ouais, Ça c'est pourrait quelque chose- partir du primaire jusqu'au supérieur. Ouais. Et peut-être même après, quand on est dans l'emploi, pourquoi pas? Oui, on pourrait imaginer un service numérique de l'éducation, tout à fait, Ouais. avec une garantie de confidentialité, une absence de publicité Ouais. sur la plateforme, oui, qui permettrait aux Mais ça, gens... une entreprise privée pourrait le faire, ça? Bah oui, pourquoi Ouais. pas. Ce n'est qu'un challenge pas économique, technologique. N'importe quelle entreprise privée qui s'en donnerait les moyens et qui aurait les moyens qu'elle prendrait du marché pourrait le faire, oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Que vous le fassiez pour 5500 bahut ou pour 50 000, il n'y a pas une énorme différence. Ouais. Voilà. Il faut juste accroître l'infrastructure. Et c'est vrai que dans l'éducation en général, et je suis bien placé pour le dire, parce que ma mère était prof, etc., il y a toujours cette méfiance à l'égard du privé. On a l'impression que l'éducation, c'est un service qui doit être gratuit, et que ceux qui essaient de gagner de l'argent sur ce service, c'est des salauds. C'est évidemment très caricatural. Quelle est votre position, vous qui êtes une entreprise privée, qui êtes prêt à assumer une mission quasiment d'intérêt général? Je pense que cette vision est un peu archaïque, elle date un peu. Je pense qu'une entreprise privée, comme Index Éducation, comme des tas d'entreprises privées, ce sont des gens qui travaillent tous les jours, qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes et qui n'ont pas forcément une vision diabolique dans leur rapport avec leurs clients. Enfin, je pense que il faut remettre les choses à leur place et être assez lucide. Je pense que tous les enseignants ne côtoient pas que des enseignants, ils côtoient aussi des salariés d'entreprises privées, donc ils s'en rendent bien compte.
cette mythologie ne tient pas la route, Ouais. tout simplement. Ouais. Quoi, hein. Et alors vous êtes un homme de terrain, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et pour vous voir, il faut être sur le terrain, en règle générale, et pas dans les stands. D'ailleurs, vous n'avez même pas de stand ici, pas besoin d'avoir un stand. Vous qui êtes sur le terrain depuis longtemps, vous qui avez été enseignant, vous qui côtoyez des chefs d'établissement, des CPE, on l'a dit, des enseignants, quel est votre regard aujourd'hui sur cette profession et sur ceux qui l'exercent ? Je dirais pas admiratif parce que ça ferait un peu passage de pommade, mais je pense que ce soit des enseignants, les personnels administratifs, des établissements scolaires, notamment des collèges, je pense qu'il y a une grosse pression qui pèse sur eux. Hein. Oui. Je pense que c'est pas facile pour eux, tout à fait. Et je trouve que compte tenu de... Moi je suis d'une génération où 40% des élèves passaient en 6e. Aujourd'hui, c'est tous les enfants. Oui. Et je pense que le système d'éducation a quand même bien tenu le coup et bien tenu le choc. Et justement, vous me posiez la question tout à l'heure, comment vous avez fait ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question, nous, comment on peut aider ces gens ? Oui. Voilà. Quels sont les outils qui leur permettraient de consacrer un peu plus de temps à la pression des élèves, des parents souvent, et leur économiser beaucoup de tâches administratives. Et c'est ça le succès de Pronote. Et on n'a pas essayé d'anticiper des besoins sur du numérique, sur du pédagogique, etc. Oui. Même si, au bout d'un moment, il faut répondre à Oui. ces demandes. C'est prendre la mesure d'une difficulté, hein, et d'apporter une réponse à ces difficultés. C'est ce qui fait le succès d'un logiciel. Ouais. Voilà. Et pour l'avenir, vous êtes plutôt optimiste ou pas ? Bah On a oui. le droit de pas l'être ? Si. Oui, bien Ouais. sûr, oui. Moi, je crois que les usages sont en train de naître sur le numérique. ouais. Je crois que de plus en plus, les utilisateurs sont force de proposition, font évoluer les produits et disposent d'un environnement pratiquement sur mesure, à un coût qui est dérisoire. Hein, il faut quand même le rappeler. Vous me posiez la question tout à l'heure si c'était un ERP ou un ENT. Je vous ai dit ça se rapprocherait plutôt d'un ERP. Un ERP, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Oui. Pronote, c'est un peu moins de 3 euros par an par élève, Oui. D'accord. hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Parce que c'est ça aussi qu'il faut pouvoir assumer du point de vue économique. C'est-à-dire, quelles sont les ressources pour quel produit. Et nous, grâce à un marché important, comme vous l'avez Oui. souligné tout à l'heure, c'est-à-dire nos 7700 établissements, on a la capacité de développer. Ouais. Même à l'étranger, il y a des projets à l'international On ou est pas ? déjà à Ouais. l'étranger, on est en Italie, D'accord. et un peu dans quelques pays francophones, mais surtout en Italie D'accord. principalement. Ouais. Pourquoi l'Italie ? C'est une opportunité, un hasard, la proximité Ce sont de- nos cousins. Tout simplement. Bon, bah merci beaucoup, Olivier. Est-ce que vous avez... Je vous laisse le mot de la fin. Je dis ça, mais après, c'est toujours moi qui dis un mot Oui, après. Hein, mais oui, alors, oui. voilà. Non, Hein. non, je pense que je préfère vous le laisser. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir. On voit là, il y a un auditoire qui est venu petit à petit. Là, c'est même pas une foule en délire, là. C'est une foule tout en attention, voilà, qui vous a écouté. Merci encore d'être venu. C'était un grand plaisir de vous avoir. Donc, Pronote n'est pas à vendre. En tout cas, pas à des Chinois. Ouais, des Chinois. Mais est prêt à assumer une fonction qui va bien au-delà de ce qu'il assume aujourd'hui, d'aller jusqu'à l'enseignement supérieur et voilà, et de proposer un vrai service quasiment public et en tout cas d'intérêt général. Et je suis heureux de voir qu'il y a des gens. Mais c'est le point commun entre tous les entrepreneurs qui sont passés à ce micro et tous les gens du numérique éducatif, c'est la notion de valeur, c'est la notion d'impact, c'est la notion de service, voilà, public, privé, tout ça s'efface derrière l'intérêt général et puis l'avenir de notre pays qui passe quand même par l'éducation de nos enfants. Donc merci beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur le terrain ou ailleurs. Merci à tous ceux qui étaient présents pour nous écouter physiquement sur le salon
en live stream et puis très 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 vite en podcast parce qu'on pourra réécouter tout ça. 1 milliard de connexions, c'est l'ambition de ce podcast. Voilà, à très bientôt. On est toujours en direct de l'espace Territoire Apprenant sur le stand de la Banque des Territoires et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.